Ce soir, nous abordons un thème en première partie, la violence psychologique. Et évidemment, le but de cette rencontre avec Bernard de Montréal, c'est de regarder objectivement ce que peuvent vivre certaines personnes, autant féminines que masculines, à l'intérieur d'un processus ou d'un état de perte de contenance et les emmenant évidemment à une forme quelconque de violence, soit verbale ou même physique dans certains cas. Nous allons, pour cette première heure, demander à Bernard de Montréal de nous expliquer certains aspects de la violence psychologique. On a changé de musique. Bien, ça va bien. Bernard, dans bien des situations, des personnes ont exprimé une autorité, une force pour accéder à une action, pour faire une action. Et dans certains cas, ils sont interprétés comme violents. Dans certaines situations, ils le sont effectivement. Mais le phénomène psychologique, l'attitude mentale ou l'état mental que l'individu a lorsqu'il vit de la violence psychologique, est-ce que vous pourriez nous en parler ou nous le définir dans un sens? Lorsque lui en exprime la violence? Oui, lorsqu'un individu vit ou exprime une forme quelconque de violence psychologique, qu'est-ce qui se passe dans l'être à ce niveau-là? Est-ce que c'est une perte de contenance, un déséquilibre hormonal, naturel ou quoi que ce soit du genre? La violence, ça s'exprime de différentes façons. La violence, ça peut être utilisé créativement, dans le sens que ça peut être utilisé pour donner un choc à l'intérieur d'une situation, pour faire bouger des choses. Est-ce qu'on parle d'autorité dans cette situation? Ça fait partie d'une certaine autorité, ça fait partie d'un certain centre de gravité, ça fait partie d'un certain besoin de débloquer quelque chose, vaincre une inertie, ainsi de suite. Donc, il y a une certaine violence qui peut être créative, utile. Puis, par contre, il y a de la violence, peut-être sur une plus grande base, qui reflète une incapacité chez l'individu de contenir son énergie. C'est pas la violence en soi qui est un problème. Autrement dit, si on analyse, si on regarde plus profondément dans le phénomène de la violence, on voit que la violence, ultimement, représente une capacité de l'esprit de l'homme de créer un choc. C'est ça, la violence. Mm-hmm. Le choc sert à débloquer des choses. Par exemple, dans des pays qui ont été dominés par des systèmes fascistes ou par des systèmes de la gauche, par des systèmes oligarchiques, ça prend une violence de la masse pour débloquer des choses. Sinon, le système s'impose et continue à s'imposer. Au niveau de la vie individuelle, c'est la même chose. Par contre, sur le plan individuel, l'utilisation créative de la violence ou du choc, qui est l'expression de la violence, demande que l'individu ait un contrôle de son énergie. Autrement dit, qu'il puisse lui-même, individuellement, mesurer les conséquences de son action, mesurer la valeur de son action, être propriétaire de son action. Sinon, l'individu est astralisé. Puis, il y a des individus qui sont très, très sensibles. Il y a des individus qui ont été très, très, au cours de la vie, qui ont été très malmenés d'abord par la vie. Mm-hmm. Première chose. Ensuite, ils ont été malmenés souvent par des parents ou qui ont été malmenés par des sociétés, ainsi de suite. Donc, ces individus-là ont développé des réactions très fortes qui souvent sont retenues intérieurement. Mais quand ça sort, ça sort. Alors, ces individus-là qui ont été... il y a une expression anglaise qui dit « to have a chip on your shoulder ». Je ne connais pas l'expression française de ceci, là. Mais les gens qui ont quelque chose
à reprocher à quelqu'un ou à un groupe ou à une société, ainsi de suite, ces gens-là, peut-être, ont raison d'avoir à reprocher quelque chose à un groupe, ainsi de suite. Par contre, ils ont besoin de contenir leur énergie par rapport aux reproches dont ils sont victimes. Sinon, au cours de l'expérience, ils vont vivre un backlash, ils vont vivre une réaction des forces extérieures contre eux-mêmes. Une personne qui n'est pas capable de contenir son énergie violente, utile, créative, n'est pas une personne intelligente. C'est une personne qui est totalement astralisée. Même si on lui donne raison, même si elle peut rationaliser sa raison, d'ailleurs, elle va toujours rationaliser son action. Le point n'est pas là. Le point est que la personne doit contenir son action, doit contenir son énergie. Moi, je suis capable d'être violent, mais c'est une violence que je contrôle. C'est une violence, c'est une énergie que j'utilise pour créer un choc, pour faire réaliser quelque chose. C'est pas une violence subjective qui me domine. C'est une violence objective que je crée, que je projette dans le monde. Donc, l'homme doit contrôler son énergie, et ça, c'est pas facile. Pour la simple raison que l'être humain est un personnage extrêmement astralisable. Aujourd'hui, on commence aujourd'hui à réellement comprendre dans certains milieux les fondements occultes du psyché, de la psychologie humaine, de l'esprit, de la pensée, de l'ego, tout ça. Bon, on commence. Par contre, l'étude de ceci demande un certain nombre d'années en ce qui concerne l'individu lui-même. Et les énergies qui se libèrent chez l'individu par rapport à cette compréhension profonde-là des mécanismes de l'ego, souvent vont l'amener à vivre une certaine violence par rapport à l'extérieur, parce que sa sensibilité va s'éveiller et il va voir l'inconscience qui est autour de lui ou dans le monde. Et il peut facilement vivre une certaine violence ou un certain besoin d'être violent. Et avec le temps, il devrait être capable de s'ajuster, de contrôler cette énergie-là pour qu'elle soit utilisée par lui et non pas qu'il l'utilise. Le problème avec la violence, c'est qu'elle utilise les individus et ça devient une expérience d'âme. Là, je vous donne je vous fais un statement. Dans ce sens que l'expérience qui n'est pas utilisée par l'individu ou l'expérience qui utilise l'individu devient pour lui une expérience d'âme. Donc, si c'est une expérience d'âme, ce n'est pas un mouvement créatif de son esprit et qui va payer les pots cassés? Ça va être lui. Par contre, un individu qui serait réellement dans sa conscience mentale, qui serait réellement dans son esprit, dans son intelligence, et qui voudrait pour une raison créative et utile exprimer violemment une énergie, à ce moment-là, il créerait quelque chose qui serait sous son contrôle et qui aurait une certaine durée dans le temps et dont les conséquences seraient totalement sous son contrôle aussi. Donc, à ce moment-là, il ne vivrait plus une expérience d'âme, il ne vivrait plus par rapport à une mémoire quelconque, il vivrait par rapport à la présence de son esprit, c'est-à-dire par rapport à la juxtaposition de son mental ordonné et créatif vis-à-vis une situation mondaine. OK, donc vous considérez qu'une personne qui exprime une forme de violence peut quand même lui donner une qualité, donc peut-être pas une qualité, mais une certaine créativité. Donc, on parle de contenance à ce niveau. Mais il y a un aspect, disons quand même, dans le fait de la violence psychologique en particulier, qui fait que certaines personnes ont des violences dirigées, très subtiles, très fielleuses et mielleuses. Et est-ce que vous considérez ça comme créatif, puisque finalement, c'est une violence contenue dans un sens? Ah, c'est intéressant, cette question-là. La violence ne peut pas se déguiser. Autrement dit, c'est instantané. Une violence qui se déguise devient un viol. Bon, je vous donne un exemple. On va prendre les Anglais, les Brits, les Britanniques, les Blue Nose.
La grosse hypocrisie nationalisée, institutionnalisée. Bon, ça, bon. Alors, ces gens-là sont capables d'être violents, mais avec une telle finesse. Ils vont te passer à la petite cuillère. Tu le sentiras même pas, mais ils vont te détruire. Tu sais. Alors, cette violence-là, ça devient du viol. C'est violer l'autre en l'approchant avec des méthodes tellement raffinées, tellement institutionnalisées, tellement subtiles, que ça devient éventuellement presque une forme d'hypocrisie. Donc, l'hypocrisie, c'est de la violence déguisée. Donc, l'hypocrisie, c'est du viol. La violence, c'est... La violence dans la personnification de l'homme doit être upfront. La violence, ça se mesure. La violence, ça se perçoit. Si la violence, ça ne se mesure plus, là, c'est dangereux. Par exemple, ce qui s'est produit dans les pays socialistes pendant des générations. En Roumanie. C'est de la violence. Ouais. Ben oui. Souvent était ouverte et souvent était réellement. Et ça, c'est du viol. La violence, une personne là, qui aurait tendance à faire de la violence, mais avec les gants réellement veloutés, serait une personne très dangereuse parce que tu ne sais plus ce que tu en es. Toi, si tu es violent avec ma personne, mais d'une façon ouverte, je peux savoir où j'en suis. Mais si tu es violent avec ma personne, c'est réellement velouté puis caché, je peux pas savoir où j'en suis. Je pourrais le savoir à cause de ma voyance, mais je parle d'une situation normale. Puis ça, c'est dangereux. Puis ça, tu tombes à ce moment-là dans la manipulation. Bon, il y a beaucoup de gens qui font de la manipulation psychologique. C'est ça. Puis qui détruisent un individu au bout de 5-6 ans. C'est ça. On voit ça dans des situations de couple. C'est ça. C'est ça. On voit ça souvent dans les cas. Ou on voit ça en affaires. Ouais. Tu sais, quand un homme d'affaires, il est dans le démol de l'avoir, ce sacrement-là. Bon, c'est de la violence. C'est de la violence. C'est pas de la violence ouverte parce que c'est un homme d'affaires. Ça passe par la loi, des lettres bien écrites. C'est juste. C'est de la violence politisée. Mais légale. C'est illégal parce qu'on peut pas prouver qu'il y a viol. Mais pourtant, dans ça, là, dans cette stratégie de violence-là, il y a beaucoup de contenance. Il y a de la contenance parce qu'il y a du pouvoir. Le pouvoir donne à l'homme de la contenance. Un gars qui a du pouvoir financier, qui a du pouvoir politique, puis qui veut détruire quelqu'un, il va attendre 15 ans pour le faire. C'est pas une affaire de survie, ça devient du fun. Je vais t'avoir, mon sacrement, 20 years, you know, I'm gonna get your ass, tu sais. Puis il va attendre, puis il va l'avoir. Il va l'avoir. Moi, j'en connais des gens qui ont travaillé de même, puis ils ont eu les gars, tu sais. Mais ça, c'est de la violence, ça, c'est volé. C'est dangereux, ça. Mais où est-ce qu'il y a la dimension? C'est parce que vous m'avez pris un peu de cours, comme on dit, par le fait que vous m'avez dit que la violence pouvait être créative. La violence peut être créative quand elle est contenue par l'homme et qu'elle est utilisée pour la transmutation d'une énergie extérieure à lui-même. Donc, il sait avant d'être violent. Il sait quand il est violent. C'est quand il est violent. Pour savoir là, qu'il va être violent avant qu'il soit, il faut qu'il soit psychique. Moi, je suis capable. Okay. Moi, je suis capable de savoir que demain après-midi à 2h30, il va être violent. T'sais. Ça fait partie de ma conscience. Mais ça, c'est fatigant, évidemment. Mais normalement, l'homme est capable de savoir. L'homme, dans le moment, il est conscient de sa violence, il est conscient du contenu, il est conscient de contenir cette force-là. Puis à ce moment-là, elle devient utile, elle devient créative parce qu'elle ne viole pas l'autre. Elle l'instruit dans la correction d'une situation que lui, pour une raison ou une autre, ne peut pas voir maintenant. Est-ce que, exemple, dans l'éducation des enfants, on pourrait retrouver ce type de violence créative dont vous parlez? Oui. Une discipline créative intelligente nécessite, quelque part, un certain degré de violence. C'est pas rentrer l'enfant dans le mur. Non. Il y a une certaine violence. Puis après ça, tu rebalances. Tu contiens, tu rebalances. Tu contiens, tu rebalances. La discipline, c'est une violence. OK. Donc, si on entend... Seulement, comme elle est créative, elle ne viole pas. Qu'est-ce que vous entendez par violer, dans le sens... Violer, c'est attaquer quelqu'un dans des conditions qu'il ne peut pas lui-même maîtriser.
Il n'y a aucune possibilité de se rebalancer. Il n'y a pas de possibilité de se rebalancer parce qu'il est totalement dominé par ton jeu. Il ne voit même pas. Il n'y a pas accès. C'est sournois. Il n'y a pas accès à un dialogue ou il n'y a pas Il n'y a pas de dialogue. Si tu pousses très très loin, là, si tu pousses la violence réellement très loin, ça se fait quasiment par osmose. OK. Est-ce qu'une personne peut provoquer de la violence chez un autre? Est-ce qu'il peut avoir, exemple, une violence sournoise qui provoque une violence plus radicale, plus instantanée, plus exprimée? Est-ce qu'il peut y avoir des situations où un individu... Il y a des gens sensibles, par exemple, qui vont se faire narguer. Ouais. Narguer, ça fait partie de la violence. Okay. Bon. Disons une main, ça fait. Bon. La fille a 16, 17, 18 ans, là, puis elle commence à sortir, là. Puis la main, c'est une possessive, c'est une malade, puis c'est une étroite d'esprit, puis c'est a real moron, tu sais. Bon, OK. Une vraie cave. Elle fait probablement partie des anciennes générations, quelque chose de même, moi. Fait que, quand je dis ça, je veux dire que dans les anciennes générations, il y avait beaucoup de mains caves. Je veux pas dire que les anciennes générations étaient caves. Mais il y avait moins d'ouverture d'esprit. Bon, en tout cas. Puis là, la petite fille, elle commence à se mettre du rouge à lèvres. Puis le petit chum l'appelle. Puis elle veut sortir. Puis elle se met belle. Puis tout ça, tu sais. Puis elle arrive plein 9 heures. Elle arrive 11 heures. Des fois, elle arrive un petit peu plus tard, 11h30, tu sais, 1h30. Des fois, ça manque son coup, 3h30, tu sais. Fait que là, la bonne femme, elle, qui est bien possessive, probablement un scorpion double, que je vois même, là. Elle va y rentrer dedans, tu sais. Au début, elle va commencer, mais t'arrives tard, puis après ça, t'arrives pas mal tard, puis après ça, avec qui t'es sorti? Ouais, je peux t'aider à boire rien, puis là, ça rentre. Puis un jour, mais elle va arriver à 3h30, elle fait un petit putain, hein, pas bonne. Puis ça, c'est... Puis l'autre, ben, elle se fait narguer de même, mais c'est une délicate, elle est fine, puis mais elle se fait miner. Mm-hmm. Ça, c'est de la violence. Puis ça, c'est dangereux parce que probablement qu'elle n'est pas encore dans son identité, puis la mère, c'est quand même la mère. Fait qu'elle n'est pas capable de réellement voir jusqu'à quel point la mère a raison, ainsi de suite. T'sais. Fait qu'elle se fait diminuer dans l'ego, puis dans l'ego. Finalement, ben, la personnalité, elle éclate. La question tout le temps, c'est qui a commencé à chicane? Qui a commencé à chicane? C'est la bonne femme. Commencé à chicane. Ouais. C'est pas l'autre qui... Ben non, je parle d'une situation, t'as une bonne petite fille. Oh oui, mais la bonne petite fille, c'est pas elle qui a provoqué sans s'en rendre compte. J'ai dit une bonne petite fille. C'est parce que dans le phénomène de la violence, la conséquence, généralement, après, c'est la culpabilité. Bon, c'est ça. Qui vient avec. Bon. Fait qu'on essaie une main de même, ça n'a pas de culpabilité. Un scorpion double qui est de même, là, ça n'a pas de culpabilité. Ah oui. Vous avez pris un cas... J'en prends un particulier. Oui, un particulier. Mais on peut aller des nuances? Oui. Il y a des gens... D'ailleurs, c'est votre job d'aller de me faire parler. Définitivement. C'est qu'il y a des situations où des gens ont une sorte d'agressivité à fleur de peau, pas exprimée parce qu'ils n'ont pas le gabarit pour exprimer une certaine violence. Et je vais prendre une situation, vous aimez les exemples. Une petite femme de 100 livres avec un camionneur de 280 livres, puis qui a l'art de parler. Elle a la parole, lui a les bras. Puis, elle s'est piquée. Elle a l'art de toucher la bonne botte sur le gars, là, tu sais. Ce qui touche, ce qui fait mal. Puis le gars, lui, il a une peur de perdre sa contenance ou d'exploser. Puis à un certain moment donné, je sais pas, il revient de Vancouver, Montréal, puis il est fatigué. Et puis là, ça s'est adonné qu'il a lancé quelque chose d'assez particulier. Le dard a touché le point centre, là. Et puis là, ça saute, là. Il tape sa table, il casse la table. Oui, il se passe de quoi de majeur, là. Je laisse l'imagination du reste à tout le monde, là. Mais là, elle va dire, t'es violent vers moi. Elle va dire ça. Puis lui va se sentir coupable. C'est qui le coupable vraiment? C'est elle. C'est elle. Bon. Mais à ce moment-là, ça voudrait dire que la violence subtile est beaucoup plus dangereuse que la violence ouverte en soi. Elle est plus dangereuse dans le sens que elle est plus pernicieuse. Elle est plus dangereuse parce qu'elle attaque le psyché. Lui, il a un casse à la table. Elle est après le détruire psychiquement. Tu sais. OK. Fait que cette violence-là est plus dangereuse parce qu'elle s'attaque au psyché de l'être. Mm-hmm. Puis elle est manipulative. Donc, il faut faire extrêmement attention. Lui, c'est un one-shot deal. Tandis qu'elle, tu sais,
c'est un chandail qui a tricoté là, pendant des années de temps. Tu sais. Donc, il faut faire extrêmement attention dans la perception qu'on a de la violence, dans le phénomène de la violence. C'est qu'il y a des violences raffinées qui nous exposent à des situations de perte de contenance. OK? Je vais en venir à l'autre aspect maintenant. Est-ce que des gens qui sont violents dans leur vie là, de tous les jours, c'est occasionné par une violence occulte qui peut être liée à leur travail, des ambiances de travail agressifs, des ambiances comme exemple le métro qui pourrait apparaître comme agressif? Est-ce qu'un individu en viendrait à vivre ou à sentir une forme de violence à cause d'une violence occulte ou subtile? Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, l'individu devient de plus en plus victime des forces extérieures à lui-même. Il devient de plus en plus victime. L'individu est de plus en plus violenté psychologiquement dans le médium social où il vit. On prend les États-Unis, par exemple. Pourquoi? Parce que dans le médium social moderne, il s'est créé depuis un certain nombre d'années un déracinement de la personnalité. Et ce déracinement de la personnalité a créé, dans la masse sociale, un besoin d'expression de liberté. Mais ce besoin d'expression de liberté, il est le produit d'un besoin de compensation intérieure. Donc, les gens aujourd'hui, ou dans la société en général, on a besoin de liberté, les gens expriment liberté, tu bois ton lait comme tu veux, tu chies comme tu veux, tout ça, là, bon. Mais ça a des conséquences accumulatives dans un médium social. Fait que là, tu prends un individu qui s'en va dans un métro, qui s'en va sur la rue Sainte-Catherine, il devient aujourd'hui la victime silencieuse de ce besoin individuel et collectif-là d'exprimer sa liberté. Et quand il retourne chez eux, ou quand il retourne au bureau, ainsi de suite, ou quand il vit sa vie dans une proximité quelconque, effectivement, il était émotivement, psychiquement et astralement préparé à se défouler si jamais il arrive une situation malencontreuse. Donc, la société aujourd'hui, je prends la société américaine, qui est la société canadienne, mais à une plus grande échelle, la société américaine aujourd'hui, effectivement, c'est un médium de plus en plus violent. Je disais il y a plusieurs années qu'un jour, les gens réaliseront que la télévision est en train de créer une psychose dans la masse. Et je voyais un journal dernièrement où des chercheurs américains de Californie ont finalement constaté, après des années d'études, ça fait 18 ans qu'ils recherchent sur le sujet, que effectivement, contrairement à ce que les gens pensent, quand tu regardes la télévision aux États-Unis, tu te relaxes pas autant que tu penses. Autrement dit, le médium électronique est en train de créer un stress psychique chez les individus. Les nouvelles, toute la patente, tout ce qui se passe. Alors, amène ça dans la masse, mets ça dans la masse, mélange ça avec la masse, puis mets l'individu là-dedans. Effectivement, le médium extérieur devient pour lui un catalysme qui peut facilement déclencher chez lui des humeurs et les mettre en dehors de son contrôle. Il y a déjà des gens qui travaillaient en publicité qui disaient que quand on voyait ou qu'on regardait de la violence à la télévision, on se dégageait de la nôtre. Quelle est votre opinion par rapport à ça? Ça, c'est de la psychologie. C'est de la psychologie, ça. C'est freudien. Puis, quand tu regardes la télévision, de la violence à la télévision, ton corps astral vibre et tu l'émules psychiquement. Tu l'émules. Tu la rends pas, mais tu l'émules psychiquement. Et si tu es moindrement immature, tu vas la rendre physiquement. Okay. Il y a des cas aux États-Unis où des individus ont fait des meurtres en fonction de certains programmes qu'ils ont vus à la télévision. Heureusement que c'est pas dans la majorité de la masse, mais il y a des individus qui voyaient... Bon, ben d'ailleurs, je vais vous donner une preuve tout de suite. Puis d'ailleurs, je peux la donner pour tout le monde dans la salle, parce que probablement tout le monde dans la salle est allé voir, un jour ou l'autre, le fameux karate expert, le Bruce Lee. Ouais. Quand il y en a combien qui connaissent Bruce Lee de la télévision ou dans le film? Pas mal. Bruce Lee, les karatés, tout est bon. Okay. Admettons que ces gens-là soient allés voir le film de Bruce Lee ou aller voir les films de karaté, là, de ces grandes expertises martiales-là. Quand tu sors du théâtre, surtout les gars, t'es mieux d'être bien poli avec eux autres. Parce que quand tu sors du théâtre et t'es allé voir Bruce Lee, automatiquement, la vibration est imprimée dans ton corps astral, puis cette vibration-là est juste à la fleur de ta peau.
Puis après ça, ben, tu vas prendre un petit café avec ta femme, ton chum, tu parles du film, puis là, ça s'estompe, puis t'en perds la mémoire. Mais quand t'es dans le théâtre, ou quand tu sors du théâtre, t'es un petit peu Bruce Lee. Je finis dans un restaurant vietnamien. Tu vis toujours une proximité, parce que c'est une impression visuelle qui s'enregistre dans le corps astral. Ouais. Mais comment se fait-il que les gens recherchent tant? Fait que de là à dire, comme les gens disent, que quand tu vois des films comme ça absorbe la violence qu'on a à l'intérieur. Ça absorbe la violence. C'est mal expliqué, le phénomène. C'est mal expliqué. On dirait que il faut absolument qu'on en arrive un jour à être honnête quand on parle, puis utiliser les mots spécifiques qui déterminent spécifiquement la nature même de ce qu'on veut dire au lieu d'utiliser utiliser des mots pour expliquer psychologiquement et socialement des intentions. Vous iriez plus dans le sens de dire que ça suggère une attitude de violence. Ça crée une impression dans le corps astral. Donc, cette impression-là, elle est fixe, elle fait partie de l'impression du corps astral, elle colore le corps astral. Puis, il y a des gens qui ont des écrans, un écran mental très développé, ils sont capables de voir, il y a tout un facteur d'imagination qui rentre là-dedans. Puis, cette énergie-là, elle est là, elle devient presque disponible. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que l'individu... S'il y a beaucoup de violence aux États-Unis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de télévision. OK. Donc, les gens ne sont pas violents fondamentalement. Les Américains sont plus violents que d'autres peuples à cause de leur historique, l'Ouest, puis tout ça. Mais l'homme n'est pas fondamentalement violent, mais l'homme est fondamentalement agressif. Une différence? Oui. Très important. Très intéressante. La différence entre la violence et l'agressivité, je vais te le dire au cas où tu ne me le demandes pas, c'est que la violence, c'est un état d'esprit. L'agressivité, c'est un état d'âme. OK. Là, à ce moment-là, vous me dites que l'agressivité, c'est une mémoire? L'agressivité, c'est une mémoire archaïque de l'âme humaine, alors que la violence, c'est un état d'esprit qui peut être déclenché selon des modes idéologiques. Autrement dit, la violence, c'est toujours en fonction d'une forme de pensée, alors que l'agressivité, ça peut être en fonction simplement d'une réaction d'un réflexe. OK. L'agressivité se relie au système de défense, à la réflexologie. La violence, c'est une forme de mentation. C'est étudié d'avance. Il y a une étude à un certain niveau quelconque. La violence, c'est intelligent. L'agressivité, c'est purement animal. OK. Est-ce que vous pourriez dire qu'on pourrait... Je vais un petit peu plus loin. Si tu prends un homme, par exemple, comme ces types-là qui sont dans les arts martiaux, qui peuvent être très, très violents, qui ont amené la violence à un art, à un contrôle extraordinaire, c'est que c'est rendu dans la philosophie, c'est rendu dans le mental de l'être. C'est pour ça que ces êtres-là, ces gens-là, sont pas dangereux, parce que ça fait réellement partie du mental de l'homme. C'est idéologique. Tandis que l'agressivité, ça fait partie réellement de l'âme humaine. Ces gens-là ont transmuté ce qui est agressif en violence. OK. Mais la violence est devenue un théâtre, c'est devenu un art, et ainsi de suite. Donc, il y a une grosse différence entre la violence et l'agressivité. Puis quand quelqu'un devient expressif ou exprime un choc quelconque, il faut réellement voir s'il était violent ou simplement agressif. Il faut voir la différence, il faut la connaître, la différence. Parce vous me dites, là, la violence, c'est un état d'esprit. Donc, fondamentalement, on discipline un individu à penser violence. Le cinéma ou toute la littérature qu'on peut avoir, est-ce que c'est un moyen où les gens se font discipliner leur agressivité dans une société? Non. Pour en arriver à être une violence contenue? Non. La valeur, dans un sens, des cinémas ou du cinéma violent, c'est que chez la société en général, je parlerais de la société équilibrée, là, elle permet à la société d'étudier son mal ou ses maux et de corriger les points faibles
de son caractère global. Les psychologues vont le faire, les psychiatres vont le faire, les politiciens vont le faire, ainsi de suite. Il y a des films qui servent à l'étude de la conscience sociale parce que ça représente un peu ce qui se passe en société. Donc, pour les hommes de bonne volonté, si on peut dire, le film violent ou les films violents deviennent une mesure du stage où en est rendue la société dans sa diffamation de la nobilité humaine. Est-ce qu'il y a un intérêt ou une stratégie politique à faire penser les gens autour de la violence? Est-ce qu'il y a une politique internationale de la violence, occultement ou psychiquement? Non. Est-ce que tu parles dans le sens d'une sorte de conspiration, là? Oui, est-ce qu'il y aurait un intérêt à créer une sorte de cinéma ou de facture de violence à l'échelle internationale? Ouais. Non, je ne vois pas qu'il y ait des organismes ou des gouvernements ou des forces sociales hautement organisées qui projettent la violence dans le monde pour la simple raison que si ces forces-là ou si des forces comme ça existaient pour projeter ou pour maintenir la violence dans le monde d'une façon volontaire, ces forces-là, automatiquement, à court ou à long terme, mettraient en danger leur propre domination ou leur propre statu quo. Parce que habituellement, on est habitué de voir le pouvoir régner par la peur. Le pouvoir règne par la peur, mais comme conséquence de son besoin de se maintenir en force. Ouais. Autrement dit, si le pouvoir pouvait se maintenir sans force, le pouvoir le ferait. Mais le pouvoir ne peut pas le faire parce que les oppositions sont trop grandes. Donc, les contradictions trop vastes. Donc, le pouvoir est obligé par la force de se maintenir. Mais ceci ne veut pas dire que le pouvoir, volontairement, idéologiquement, veut projeter dans le monde l'émancipation de la violence pour la perpétuation de son cycle. Autrement dit, la violence, c'est rattaché idéologiquement au pouvoir parce que le pouvoir trouve dans la violence les moyens de régler les comptes qu'il a réglés. Mm-hmm. Mais ceci ne veut pas dire que le pouvoir projette ou maintient ou veut maintenir volontairement dans le monde de la violence pour se maintenir dans un statu quo. C'est bien plus la qualité inconsciente du pouvoir que le besoin sociologique du pouvoir de se donner une vocation ou une mission. Vous dites c'est la qualité du pouvoir. Est-ce que ça voudrait dire que dès qu'on a du pouvoir, on est inévitablement violent? Ça dépend dans quelle section de la Terre on est, ça dépend dans quelle région politique on est, ça dépend dans quoi on traite, ça dépend avec qui on traite, ça dépend dans quelle sphère on est établi. Par exemple, il y a beaucoup moins de violence dans la politique canadienne que dans la politique d'un pays d'Amérique du Sud, ainsi de suite. C'est dû à quoi exactement? C'est dû au raffinement des mœurs, puis c'est dû à l'évolution psychologique de notre forme de démocratie, le parlementarisme, et ainsi de suite. Par contre, dans les pays où on a tendance à vivre du pouvoir concentré dans des petites familles ou dans certaines familles ou dans certains chefs-lieux de province, à ce moment-là, ben, la violence fait beaucoup plus partie de ces politiques-là ou de ces démocraties-là. Mais avec le temps, mais ça s'estompe. Donc, vous sous-entendez que dès qu'un pays a une ouverture vers la démocratie, il y a une répartition sur tous les individus du pouvoir, dans un sens. Il y a une répartition, pas nécessairement chez les individus, mais chez les organismes. Les agences. Donc, si on prend aux États-Unis, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup de modules sociaux, et ces gens-là représentent une partie du pouvoir global de la conscience américaine. Donc, c'est ce qui crée la contenance. C'est ce qui crée l'équilibre, pas la contenance, l'équilibre. Ça crée l'équilibre.
Par exemple, quand il y a eu Nixon, mais le Washington Post, c'est le Washington Post qui l'ont sorti, ça prend du pouvoir. Puis quand il y a des problèmes au niveau social, face, par exemple, à des grandes questions d'ordre moral, comme l'avortement, et ainsi de suite, tu vois les mains pour l'avortement, puis les mains contre l'avortement, puis les mains au-dessus de l'avortement, puis les mains au-dessus de l'avortement. Il y a toutes sortes de mains. Bon. Alors ça fait partie du pouvoir social, la conscience globale américaine ou canadienne, distribuée dans des modules idéologisés qu'on appelle des organisations ou des... ça, c'est bon. OK. Donc, moi, j'essaie de voir la conclusion. Si on répartit le pouvoir, on élimine les possibilités de voir de la violence qui est en perte de contenance. Par contre, si on concentre du pouvoir, on risque de voir éclater une violence qui devient, je dirais, facilement très agressive. Ce qui arrive, c'est que si le pouvoir est plus concentré, la violence devient de plus en plus autodidacte, dans ce sens que elle va elle-même décider de la droiture de sa mission. Okay. Tu prends un Kadhafi, tu prends les types qui sont à la chefferie de certains gouvernements fascistes ou de la gauche. Ces gens-là ont tendance à se donner une mission en tant qu'empereur du pouvoir. Et ça, c'est très dangereux parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de partage. À ce moment-là, les masses ont plus ce dont on parlait tout à l'heure ou ce dont les Américains possèdent. À ce moment-là, ce pouvoir-là est très dangereux parce que ça devient un pouvoir qui représente ultimement la création ou l'évolution d'une certaine dictature. OK. Bon, je ramène ça maintenant à un élément qui est quotidien pour les gens. On se retrouve dans une industrie ou dans un milieu. Les syndicats, souvent, vont essayer de trouver un moyen de rechercher un pouvoir du patronat pour diluer l'impact du pouvoir, donc pour éliminer une possibilité de violence vis-à-vis de l'employé. Est-ce que c'est une forme intelligente de démocratie ou c'est un manque de confiance dans la structure? Là, ça dépend du syndicat. Tu peux avoir des syndicats dans le monde qui sont très intelligents, puis tu peux avoir des syndicats dans le monde qui sont très cons. Tu peux avoir des syndicats qui sont réellement à la recherche du pouvoir politique, ou tu peux avoir des syndicats qui sont simplement à la recherche de l'équilibre entre le patronat et le travailleur, ce qui est l'ultime situation. Alors, si tu as un syndicat qui est à la recherche du pouvoir politique, à ce moment-là, tu as trois forces. Tu as le syndicat, tu as le patronat, puis tu as le gouvernement. Si, par contre, tu as un syndicat qui n'est pas à la recherche du pouvoir pour soi ou en soi, mais qui est réellement médiateur entre le travailleur et le patronat, à ce moment-là, le syndicat devient médiatif et il remplit réellement son rôle. Okay. Sinon, si le syndicat devient affamé du pouvoir, il devient une autre force politique. Donc, tu as un triangle entre le gouvernement, le patronat et le syndicat. Tu peux régler facilement des choses à deux. Parce que le patronat et le gouvernement, ensemble ou dans leur dialectique, ont besoin l'un de l'autre. Tandis que si tu as un syndicat qui est très avide du pouvoir, dans un sens réellement négatif, à ce moment-là, le syndicat va chercher toujours à créer une ambiance d'instabilité pour continuer à se donner du pouvoir. Donc, ça devient une mission en soi. Donc, c'est plus le travailleur qui l'intéresse, c'est réellement le pouvoir. Alors, à ce moment-là, c'est dangereux. Puis c'est aux travailleurs, eux, de voir si leur syndicat est sain d'esprit, autrement dit, si le syndicat est intelligent ou si le syndicat est réellement pourri à la base. Okay. Je vous pose cette question-là, c'est parce que généralement, un individu dans notre société, en tout cas, vit la violence à travers son salaire, dans sa survie. On peut parler de violence dans le sens physique de notre vie, style avoir peur de mourir, mais on peut vivre aussi une sorte de violence à travers notre moyen qui est le travail, pour se donner un équilibre vis-à-vis de la survie dans notre société. Si on disait tout à l'heure que s'il y a une concentration de pouvoir, automatiquement, il y a une possibilité d'exprimer une violence dirigée. Dans le cas, exemple, de nos industries, si les individus qui ont le pouvoir, en ce sens que c'est eux autres qui décident du chèque de paye, là, qui fonctionne ou qui peuvent influer fortement sur notre travail, si ces gens-là n'ont pas la maturité, ils ont une perte de contenance, ils peuvent poser des gestes ou prendre des décisions qui affectent sérieusement notre survie. S'il y a un autre environnement qui, lui,
leur retire du pouvoir, que ce soit un syndicat ou un autre environnement, est-ce qu'il y a plus d'intelligence dans la répartition du pouvoir que dans la concentration du pouvoir? C'est ça que je veux savoir, parce que l'être qui finalement est menacé, souvent est menacé par un pouvoir qui l'attaque, lui, dans son processus de créativité, dans son travail, dans son développement. Est-ce que quand il y a répartition, quand il y a diminution du pouvoir, il y a plus de chances de vivre un équilibre dans notre survie? C'est ça que votre question est très intéressante. Si on parle de pouvoir, puis qu'on parle de répartition du pouvoir, dans le sens qu'on voit aujourd'hui, la démocratisation, la libéralisation du centre décisionnel ou des forces décisionnelles. Le problème, c'est qu'on traite toujours avec des segments ou des groupuscules ou des modules de conscience humaine inconsciente. Okay. Si on regarde la société au monde, si on regarde ce qui se passe en société aujourd'hui dans le monde, surtout dans les pays de l'Ouest, on s'aperçoit que aussitôt qu'on rouvre la télévision, il y a des problèmes, puis des problèmes, puis des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Alors, la répartition du problème, du pouvoir, à cause de la libéralisation du centre décisionnel, nous impose, à court ou à long terme, une diminution de la capacité de ceux qui doivent gérer notre société, une diminution de leur possibilité d'instruire intelligemment notre processus social. Donc, à ce moment-là, dans un sens, on perd. On perd parce que les gens qu'on met au pouvoir, on leur enlève le pouvoir décisionnel. Parce qu'on veut pas qu'ils soient violents. Non, pas parce qu'on veut pas qu'ils soient violents, mais parce que, au cours des années, à cause de la libéralisation du pouvoir, on a développé dans nos sociétés une forme de une forme libérale de plus en plus grande qui nous permet à nous, à des corpuscules, à des groupes de devenir des centres de décision. La démocratie est en évolution. La démocratie n'est pas la dernière forme de gouvernement sur la Terre. Ultimement, sur une planète évoluée, ceux qui font la gouverne, ceux qui font partie du gouvernement, devraient être suffisamment dans leur intelligence créative, dans leur conscience, dans une conscience suffisamment universalisée pour que descendant dans les couches inférieures de cette société-là, les gens, les masses, puissent arrêter de se débattre pour vivre et simplement bénéficier des décisions prises at the top. Ça, c'est ce qui va se produire au cours de l'évolution de la démocratie. Mais aujourd'hui, on est en période de transition. Donc, on est antidictatorial, on a vécu 70 ans en opposition avec une idéologie, le communisme. Autrement dit, on est en train de remettre tout en question, on est en train de remettre l'ordre, on est en train de remettre le pouvoir, puis dans ce processus-là, on est en train de se donner des petites sections de pouvoir, mais conséquemment à ceci, on est en train de se créer constamment un besoin de réorganiser notre société. C'est rendu que c'est nous, ce sont les masses humaines qui sont obligées de réorganiser ou de mettre de l'ordre dans la société, alors que ça devrait être le gouvernement. Ça devrait être le gouvernement qui décide intelligemment. Là, je parle d'un gouvernement qui sera conscient. Ça devrait être le gouvernement qui puisse décider intelligemment si le Québec se sépare ou si le Québec se sépare pas. Si on a une langue française ou si on n'a pas une langue française. Si on laisse rentrer des gens des pays extérieurs ou si on n'en laisse pas rentrer. Si on en laisse rentrer tant ou si on en laisse rentrer moins. Si ceux qui rentrent doivent rentrer avec une certaine expertise pour pouvoir approvisionner notre manque ou non. C'est au gouvernement de décider ou d'avoir l'intelligence créatrice qui, si elle était existante, pourrait être réellement un influx d'énergie mentale dans la conscience de la masse. Et nous autres, au lieu de nous débattre dans des conflits interrelationnels sur le plan groupusculaire ou modulaire, ainsi de suite, on pourrait travailler à nos jobs, puis être bien là, puis prendre nos vacances. Au lieu de perdre constamment notre temps à être spot-checké par la télévision, à l'échelle de toute une province, de tout un pays, pour toujours amener à la télévision notre linge sale.
qui, dans le fond, est le linge sale du gouvernement et non pas le linge sale de la masse. Mais il y a un manque d'intelligence créative, il y a un manque de conscience créative, il y a un manque de volonté créative dans les gouvernements de la Terre parce que la démocratie est en voie d'évolution. On est devenu des gouvernements de politique, on est devenu des gouvernements de protocole. On se permet pas de parler d'une certaine façon parce que ça va faire telle chose. On se permet pas de dire telle chose parce que ça va faire telle chose. Autrement dit, on est réellement boycotté par les principes d'une politique qui a ses racines dans l'ancienne politique européenne. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés à prendre des décisions. Si les gouvernements étaient réellement d'avant-garde, les gouvernements pourraient créer des sénats civils. Tu vas chercher parmi toute une population, que tu sois aux États-Unis ou au Québec, tu vas chercher des groupes, des think tanks, d'intellectuels, des philosophes, des mathématiciens, des psychologues, toutes sortes de monde, le gars dans la rue, des plombiers. Tu vas chercher un forum. Des gens intelligents, un bon plombier, ainsi de suite, un bon fermier, ainsi de suite. Tu vas chercher des gens compétents et tu formes un Rand Corporation. Tu formes un think tank social. Et ce think tank social-là, étant donné le respect du gouvernement, pourrait échanger avec le gouvernement, de sorte que nous autres, on n'aurait pas besoin d'avoir des unions pour régler nos problèmes. Ça serait les civils à différentes étapes de leur évolution technique qui pourraient remplir le rôle de médiation entre eux-mêmes et le gouvernement. Ça serait une sorte de sénat civil, mais les gouvernements n'ont pas encore créé, n'ont pas encore eu l'idée de créer ces genres de sénats-là. Ce qu'on a dans les sénats, ce sont des vieux, des mourants. Au lieu d'avoir réellement des participants à une conscience collective qui peut se rapporter officiellement à un gouvernement et faire des connexions, établir des liens entre les gouvernements et ces gens-là pour que réellement... On a au gouvernement ce qu'on appelle des ombudsmen. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ça fait partie de ça. Mais c'est pas assez. C'est pas un ombudsman qu'on a besoin, c'est un ombuds population of men. Si on avait un ombuds population of men, à ce moment-là, on pourrait aller dans chaque secteur de nos sociétés, dans nos industries, ainsi de suite, puis automatiquement, la population serait réellement représentée par elle-même à travers ces individus-là, puis à ce moment-là, ces individus-là pourraient travailler au niveau du gouvernement, puis ils devraient être payés par le gouvernement, puis enlever de l'argent qui se dépense pour rien dans nos budgets nationaux, puis ces gens-là devraient avoir une job full-time. Fait qu'imagine-toi, des gars qui travaillent là-dedans full-time pendant des années de temps, ils développeraient tellement d'expérience, puis éventuellement, les channels seraient très, très ouverts entre le gouvernement et eux autres, de sorte que nous autres, ici, on n'aurait pas besoin de se faire interviewer par Radio-Canada pour voir, pourquoi est-ce qu'il s'est passé telle chose, puis pourquoi est-ce qu'il s'est passé telle chose. On pourrait travailler pendant la vacances. Fait que c'est rendu qu'on a la responsabilité sociale aujourd'hui de faire ce que les gouvernements sont pas capables de faire. Puis d'un autre côté, tu peux pas blâmer le gouvernement parce que les gouvernements, moi je vais te dire, je voudrais pas être du gouvernement. Parce que si j'étais au gouvernement, ça serait pas drôle. Je me ferais descendre assez vite. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, être au gouvernement, t'es obligé de constamment dialoguer, puis dialoguer, puis dialoguer, puis dialoguer, puis dialoguer, puis dialoguer, puis dialoguer. Puis un jour, faut que tu arrêtes de dialoguer. Puis c'est pour ça que en Europe, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup d'économistes au Canada et aux États-Unis, avant qu'on sache là, qu'Hitler ait fait sa folie avec Auschwitz, avant qu'Hitler soit reconnu comme un être génocidal ou génocidaire, whatever it is, avant qu'il soit reconnu comme le père du génocide juif, noir, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'intellectuels, puis moi j'en connais, qui considérait réellement Hitler comme le gars de la saison. Parce que, finalement, tu avais un gars qui était capable de résoudre les problèmes internationaux entre les nations européennes et créer une sorte de pan-germanisme qui pouvait unir l'Europe. Après ça, on a découvert qu'effectivement, Hitler était astralisé et il faisait partie des forces de magie noire. Mais, le point que je veux dire, c'est que il existe dans la conscience humaine un besoin pour les hommes de pouvoir finalement reconnaître des chefs de gouvernement, des gouvernements, et les hommes ou les masses sont prêtes et seraient contents de leur donner l'autorité. Ils seraient contents.
Un peuple qui si on retourne aux Incas dans le temps, un peuple qui sera capable de réellement, un peuple démocratique moderne, là, je parle pas des anciens peuples, mais un peuple moderne qui sera capable, qui aurait un gouvernement solide, puis qui aurait un chef là, puis t'aurais un cabinet là, puis t'aurais un ombudsman, organisation, ainsi de suite. Le peuple sera content. Mais à quoi on peut reconnaître un individu qui monopoliserait autant de pouvoir et qui n'aurait finalement, disons qu'on donne confiance dans un premier temps, ça peut aller, mais à quoi on pourrait reconnaître que ces décisions n'affectent pas le processus de survie de la masse ou de la base comme tel? Comment on pourrait reconnaître cet individu-là? En fonction de sa conscience créative. C'est par le dialogue qu'il y aurait avec la base ou... Pourtant, il y a énormément de dialogue à date, mais vous dites que ça dialogue trop. Là. Il y a quelque chose là dans le phénomène de la crédibilité. Comment qu'on peut... Moi, je vais vous dire une chose, parce que je regarde pas la politique comme vous le voyez, là, je regarde la politique sur une échelle de 100, 200, 300 ans. Mais quand je regarde la politique au cours de l'évolution, je vois des hommes politiques qui sont équivalents à des c'est comme des maîtres. T'es questionnes pas, ces gens-là. Ils ont un charisme, ils ont une lumière. Les hommes, dans ce temps-là, sont très, très psychiques, sont très voyants. T'es capable de voir leur aura. C'est quand t'es capable de t'asseoir et de voir l'aura d'un gars, t'as pas besoin de savoir comment est-ce qu'il y a de l'argent en banque. OK. Quand t'es capable de voir l'aura d'un être. Alors, quand je regarde dans l'avenir, je vois des hommes, des chefs politiques, des hommes politiques, puis t'es capable de voir leur aura, puis ils ont des auras extraordinaires. Puis ces gens-là dominent l'évolution du processus social, et les masses, les hommes, eux autres, travaillent à l'évolution du processus social. Donc, chacun a son rôle, mais on n'est pas rendu à un point où les hommes ont suffisamment de conscience pour que les masses leur fassent complètement confiance. En attendant, on est en transition, puis c'est pour ça qu'en attendant, on devient de plus en plus libéral pour enlever du pouvoir à ceux qui l'ont, dans le passé, mal utilisé ou pas assez bien utilisé, puis ou utilisé pour le propre besoin personnel ou le besoin personnel de leur propre clique, ainsi de suite. Fait que la société est en train d'enlever ce pouvoir-là. Et ça, c'est bon, mais c'est temporaire. Mais par contre, on est obligé de payer le prix de l'instabilité psychologique et de voir constamment, à tous les jours, des problèmes qui sont résolus dans la rue au lieu d'être résolus à l'intérieur des murs des champs. Donc, conclusion, retirer du pouvoir, ça règle pas le problème de la violence. Retirer le pouvoir, ça règle pas le problème de la violence. Au contraire, retirer le pouvoir, ça augmente la violence parce que les masses sont pas psychiquement équipées pour contenir ce qu'ils sentent. Les masses sont pas psychiquement équipées pour contenir ce qu'ils sentent pour la simple raison que ce qu'ils sentent fait partie de l'expérience de l'âme. Un homme qui sera conscient et qui fera partie de la masse serait obligé de se retirer des problèmes de la masse. Okay. Parce qu'il ne vit pas au niveau de l'expérience de l'âme, il vit au niveau du mouvement de son esprit. Mais la masse vit au niveau de l'expérience de l'âme, donc automatiquement les individus dans cette masse-là vivent au niveau de l'expérience de l'âme. Regarde ce qui se passe avec les Indiens, là. Ouais. Il y a un jeune Indien qui vient de se faire tirer, là. Ouais. Bon. Alors, la masse n'est pas capable de contenir sa violence parce qu'elle n'est pas capable de vivre sa violence sur le plan mental de l'expression. Elle est obligée de vivre de la violence sur le plan de l'agression. Donc, sur le plan astral, donc sur le plan de l'âme. Donc, c'est inévitable, ces choses-là. Est-ce que de la violence mentale, ça tue? La violence mentale, ça peut détruire, c'est évident, seulement que si c'est une violence mentale intelligente, ça crée, puis si c'est une violence mentale qui n'est pas intelligente, à ce moment-là, ça détruit. Mais à quel niveau ça détruit? Là, j'ai demandé si ça tuait, dans le sens physique du terme. Bon, la violence mentale, ça tue si tu tombes dans des états de violence ou dans des natures de violence ou dans des ordres de violence qui sont occultes. Des hommes, par exemple, qui traitent avec les forces occultes. Sur le plan astral, par exemple, peuvent utiliser le concours de ces forces-là pour, à distance, tuer, détruire. Faites référence au voodoo. Ça fait partie de la magie noire, le voodoo, tout ça. Ouais. Ça. Mais est-ce que cette violence mentale-là, c'est une violence, c'est pas créatif, là? C'est pas une violence créatrice, c'est une violence astrale. OK. Donc, fondamentalement... Mais qui fait partie de l'activité mentale de l'âme.
C'est une violence qui est idéologique. C'est une violence qui fait partie des plans inférieurs de l'esprit. Une violence patriotique, est-ce que c'est justifiable? Une violence patriotique, c'est justifiable pour que des masses patriotiques se protègent contre un ennemi commun. Bon, est-ce qu'on pourrait dire que tout ce qui protège le territoire d'un individu est créatif? Tout ce qui protège le territoire de l'individu fait partie de l'inviolabilité du territoire en fonction des lois de possession qui font partie de la conscience astrale et mentale de l'homme. Autrement dit, ce qui est territorial, ça fait partie de l'instinct de l'humanité, ça fait partie de l'instinct territorial des animaux. Ce qui est territorial fait partie de l'espace psychique dans la matière de l'homme ou de l'animal. Aussitôt que tu violes les lois de territorialité, tu t'embarques dans un système qui un jour va te sauter en face. C'est ça qui est arrivé avec les Russes puis le système communiste. Okay. Tu peux pas enlever à un homme le droit à la territorialité. Tu peux pas enlever à un animal le droit à la territorialité pour la simple raison que la territorialité fait partie du besoin psychique de l'âme à travers le corps matériel d'exprimer, d'explorer et de manifester sa capacité créatrice à l'intérieur d'un certain paramètre. Bon, avec ce que vous venez de dire, là, je vais vous poser une question qui est très subtile. Est-ce que tout être qui est violent pour protéger sa territorialité fait un mouvement intelligent pour sa personne et pour les gens qui le protègent? Tout être qui est violent pour protéger sa territorialité se met en danger de violence si sa violence n'est pas contenue. Autrement dit, tu peux pas arriver devant un juge et dire, mais le gars, il est venu chez nous, je l'ai tiré. Bon, il était chez nous. Ah, mais vous avez un droit, là. Il y a un droit légal. Il y a un droit légal. Mais le gars, il va être obligé de prouver que le gars qui est venu chez lui, puis même le juge va lui enlever des droits sociaux par rapport aux droits sociaux que lui accorde la société. Sans ça, le gars rentre chez vous, puis boum! Viens pas chez nous. Boum! Hey, tu viens chez nous? Boum! Fait que la société aussi doit se protéger contre trop de bas. Bon. C'est parce que j'ai un autre sujet après pour la deuxième partie. Puis j'aimerais ça absolument savoir où est-ce que l'individu, dans le phénomène de la créativité, parce qu'on a parlé de créativité dans le phénomène de la violence, c'est quelle limite qu'il doit respecter? Est-ce que ça se taille au couteau, cette affaire-là? Ou si on doit absolument traiter avec parce que le territoire, les gens peuvent dire bien des choses au niveau du territoire. Dire, exemple, ça c'est ma fille, ça c'est ma femme, ça c'est mon mari, touche-y pas, sinon, là, il y a tout un phénomène de violence qui est ça dépend comment tu traites, ça dépend comment est-ce que tu dialogues par rapport à la violation de ton territoire. Si y a un gars qui s'approche de ta femme, puis tu dis, bon, mais ça c'est ma femme, tu sais-tu si ta femme elle aime pas ça? Ouais, mais là, c'est ça. Fait que faut que tu commences à dialoguer d'abord avec ta femme, puis tu dis, t'aimes-tu ça quand tu viens te voir? Puis si elle dit oui, à ce moment-là, okay. Ben, il faut que tu sortes de ton territoire. Si elle dit non, puis elle dit, ben lui, il me fatigue, là, tu peux aller voir le gars, puis là, tu dis, ben ça, c'est ma femme, tu rentres dans mon territoire. Si le gars, il dit, bon, ben c'est ta femme, elle est dans ton territoire, ben moi, j'ai l'intention de rentrer dans ton territoire, à ce moment-là, il se met dans une situation de confrontation avec toi. À ce moment-là, ben s'il est gros, puis t'es petit, mais tu vas être obligé de choisir des moyens en fonction de l'abattage proportionnel aux conséquences de l'abattoir. Le cyanure, quoi. Bon. Fait qu'à ce moment-là, il y a toute une stratégie que tu vas être obligé de développer. C'est pour ça que c'est complexe, la jurisprudence. Oui, bon. Mais c'est très, très important. Ouais. C'est très, très important qu'un individu sache exactement ce que veut dire le mot territoire. Là, parce que là, vous êtes en train de le limiter finalement à une perception, à une impression, et non pas à des réalités de fait qui sont... Le territoire, c'est ce que tu es prêt à défendre ultimement avec ta vie. Avec ta vie. Ultimement, là, le territoire, c'est ce que tu es prêt à défendre ultimement avec ta vie. Puis si tu le projettes à l'échelle globale, le territoire, la nation, c'est ce que tu es prêt à défendre ultimement avec ta vie, la guerre. Bon, donc fondamentalement, ce qui est créatif, si j'en conclus, là, ce qui est créatif, c'est de défendre ses vies. Ce qui est nécessaire, fondamentalement, c'est de défendre sa vie. Bon. Puis dans ce processus-là, tu dois être créatif pour le faire. On doit être créatif pour le faire. Bon. C'est-à-dire, on doit utiliser le maximum de ressources, je dirais, pacifiques. Le maximum de ressources intelligentes, pas nécessairement pacifiques. Tu peux pas être pacifique avec des Russes, ça commence. Faut que tu leur places le cul. Bon. Mais, tu sais, il y a du monde avec qui tu peux traiter, il y a du monde avec qui tu peux pas traiter. Bon. Avec les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, Cold War, on pouvait pas traiter. Il a fallu que Kennedy
leur fasse ça, parce que Khrouchtchev, c'était un con. Fait que, ça dépend comment est-ce que tu stresses, ça dépend des individus avec lesquels tu deals. Puis ça, ben, ça dépend de ton expérience. OK. Bon, ben, disons qu'on... Fait que quand tu dis, bon, ben, il faut traiter avec un maximum de pacifisme, ça peut être touché. Parce qu'il y a des gens, quand même, si tu traites avec eux autres de façon pacifique, ils vont t'embarquer. Il y en a, il faut que tu leur mettes le poing sur la gueule, puis là, ben, ils vont te respecter. Il y a tout ça de monde. Ça demande. Moi, je me rappelle, il y a bien des années, je marchais sur la rue Sainte-Catherine un soir, je traversais la rue, puis un gars, il pensait que j'étais un homosexuel, man, toi. Fait qu'il s'est retourné de bord, parce qu'on s'en allait dans la même direction, il s'est retourné de bord, puis il dit, il pensait que je le suivais, puis là, il m'accrochait au colère. Un grand bonhomme m'accrochait au colère. Puis, il me dit à moi, il dit, mon sacrement PD, je sais comment est-ce qu'il appelle ça, des PD, il appelle ça? Ouais. Il dit, m'a t'en faire une, il dit, tu me suis? J'ai dit, je te suis pas, j'ai dit, tu m'envoies au restaurant. Puis là, il voulait pas me lâcher. En plus, j'ai crissé un coup de poing sur la gueule. J'en ai, puis moi, je suis devenu karatéman instantanément. Laisse-moi dire que, il n'a mangé un maudit. Mais s'il avait fallu que je dise, ben écoutez, monsieur, je vous suis pas, je m'en vais prendre un smoke meat, pauvre monsieur. Là, il m'aurait peut-être mangé sa rue, tu sais, Merci beaucoup, Bernard de Montréal.